Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Acteurs Publics TV, merci de nous retrouver pour ce nouveau Talent Public, l'émission du management et de la gestion des ressources humaines. Un talent public consacré au télétravail, ou plutôt au management du télétravail, à ses impacts sur la gestion des équipes. Nos trois invités, Blandine Quin, bonjour. Bonjour. Fondatrice de l'espace Le 50 Coworking, un espace de travail partagé à Méret, dans les Yvelines, c'est bien ça? C'est ça. Qui accueille notamment des agents du Conseil régional d'Île-de-France et qui a accueilli la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, fin mars. Vous nous raconterez. À vos côtés, Guillaume Tinlot, bonjour. Bonjour. Sous-directeur du pilotage à la direction des ressources humaines de Paris, la DRH de Paris. Vous avez lancé un certain nombre d'initiatives en matière de télétravail. Vous allez nous en parler. Mylène Jacot, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale de la CFDT, fonction publique. Avant de lancer notre échange, nos échanges, je vous propose quelques chiffres qu'on a relevés, quelques chiffres pour lancer la discussion. Donc, il y a en France 16,7% de personnes qui télétravaillent de manière régulière, seulement 5% dans le secteur public. Quand je dis 5%, j'en suis même pas sûr parce qu'on n'a pas de données vraiment chiffrées. Le CNFPT parle de 2-3%, bon, 5% maximum. Par rapport à nos voisins étrangers, Finlande 32%, Belgique 30%, Union européenne 17%, Italie 5%. Le télétravail s'organise à 79% au domicile des personnes, 79%, 14% dans des cafés, dans des bars, à 8% dans des espaces de coworking comme le vôtre, Madame Quin. Et puis un autre chiffre que j'ai relevé, les effets du télétravail, il y aurait 5% de jours d'arrêt de travail en moins pour les personnes qui télétravaillent. Bon, voilà des chiffres que nous allons évoquer, des chiffres qui sont à la fois du ministère du Travail, du gouvernement, de la DARES, de l'Observatoire du télétravail. Donc on va parler de tout cela, de ces effets dans vos organisations respectives. Je vais juste, pour lancer la discussion de manière un peu dynamique, juste un mot. Pour lancer notre discussion, un mot positif ou négatif sur le télétravail. J'en ai relevé 6 de à la fois nos abonnés, les personnes qui nous suivent et puis des gens qui s'expriment sur ces enjeux-là. 6 mots, je vous invite à peut-être en choisir un ou deux. J'ai retenu le mot efficacité. Donc selon les personnes qu'on a sollicitées, qui sont venues vers nous, le télétravail doit être avant tout synonyme d'efficacité. Un autre mot, c'est le mot bien-être au travail, doit être avant tout synonyme de bien-être au travail. Management, le mot concertation ou négociation, parce que tout ça ne peut pas s'organiser sans concertation et négociation. Et deux mots négatifs, deux commentaires négatifs qui nous sont remontés. Le mot incompatibilité, le télétravail serait incompatible avec les missions de service public. Et le mot complexité, c'est trop compliqué à mettre en œuvre. Sur ces 6 mots, efficacité, bien-être, management, concertation, incompatibilité, complexité, lequel vous retiendriez, Madame Jacot, ou lesquels peut-être ? Alors j'ai envie de vous dire aucun des deux derniers. En revanche, nous, on serait plutôt favorable à concertation, négociation, et puis bien-être et conciliation vie personnelle, vie professionnelle. On va en parler. Guillaume Tinlot, sur ces 6 mots, efficacité, bien-être, management, concertation, incompatibilité, complexité, lesquels définissent mieux ce que doit être le télétravail selon vous ? Bien-être d'une part, efficacité d'autre part. Efficacité tant du point de vue des agents en télétravail que du point de vue des employeurs et de l'administration. Blandine Quin. Alors moi aussi, l'efficacité, ça m'interpelle, mais je parlerai plutôt d'optimum pour rejoindre ce que vous disiez sur une logique d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et puis le mot management, parce que pour moi, c'est un des gros enjeux qui est sous-jacent à un vrai déploiement du télétravail. Tout ça s'organise d'un point de vue managérial. Je me tourne vers vous, Guillaume Tinlot, en premier. Comment ça marche chez vous ? Donc il y a 50 000, 52 000 agents à la ville de Paris. J'en ai relevé dans les chiffres sur lesquels j'ai travaillé 900 qui télétravaillent et 9 000 qui seraient en situation de télétravailler, c'est ça ? Qu'est-ce qui vous dit ? C'est quoi les envies ? C'est quoi les attentes des agents ? Alors, le télétravail répond réellement à une demande de la part des agents. Donc, à la ville de Paris, nous déployons le télétravail depuis 2017, après une première phase d'expérimentation menée courant 2016. Donc, effectivement, 900 agents aujourd'hui de la ville de Paris télétravaillent. Et la première des priorités pour ces agents est celle de mieux équilibrer, mieux concilier vie professionnelle et vie privée. C'est ça c'est ce qui vous dit. Moteur, ouais. Blandine Quin, donc fondatrice de l'espace Le 50 Coworking. Alors dans les Yvelines à Méret, c'est ça, un espace, enfin un territoire rural, on va dire. Oui, on est aux portes de Montfort-l'Amaury.
Donc des agents, notamment du Conseil régional, qui s'est lancé à fond, si je puis dire, sur ces enjeux de télétravail, notamment depuis la recentralisation de tous leurs services à Saint-Ouen. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils sont contents d'être là? Est-ce qu'ils sont forcés? Est-ce qu'ils viennent de manière régulière? C'est quoi le ressenti, leur ressenti? Alors déjà, pour situer un petit peu la part de télétravailleurs versus des indépendants ou des entreprises qui seraient installées chez nous, elle est encore très faible. On est autour de 10% de télétravailleurs sur l'ensemble des coworkers qui sont hébergés au 50. Donc ça, c'est une première donnée. Malgré tout, il y a une augmentation assez forte. Et donc, pour nous, c'est un levier de croissance aussi pour demain. Et ça apporte évidemment de la richesse d'avoir ces populations-là qui arrivent aussi chez nous. Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Ils y trouvent d'abord un lieu de travail qui est beaucoup plus proche de leur domicile et qui donc va améliorer leur qualité de vie globale. Et puis, il y a un deuxième effet qui se coule, qui est celui finalement des synergies qui vont pouvoir se faire avec un écosystème qui n'est pas le leur au départ, qui est souvent assez éloigné de leur environnement et de leur culture d'entreprise initiale. Et je prends l'exemple d'une des collaboratrices de la région Île-de-France qui est chez nous, qui travaille dans le pôle apprentissage et qui évidemment gagne à être au contact des entreprises pour lesquelles finalement elle travaille puisqu'elle porte des projets de développement de l'apprentissage en France. Et quoi de mieux que de pouvoir poser la question directement aux personnes concernées sur des choix qui seront faits en la matière. Donc 8% de télétravailleurs qui sont dans des espaces comme le vôtre. Et là, vous répondez à une des critiques, une des remarques, c'est la question de l'isolement. Donc vous y répondez. Mylène Jacot, quel est votre sentiment? Vous avez parlé de concertation, de négociation pour le développer. On parle ici de bien-être au travail, on parle d'efficacité au travail. Tout ça doit être pensé dans un cadre, c'est ça? Oui. D'abord, le point de départ qui fait que nous, on s'est pleinement investi dans effectivement l'écriture, non seulement de la loi, mais du décret qui a permis le télétravail dans la fonction publique. 2016. Voilà, c'était effectivement d'entendre l'aspiration des agents, parce qu'il y a une vraie aspiration à pouvoir télétravailler de manière à concilier effectivement mieux vie personnelle et vie professionnelle, et puis dans des environnements où les temps de transport sont quand même souvent de plus en plus pesants, c'est aussi de permettre de gagner en bien-être et en confort de vie, j'ai envie de dire. Mais les employeurs ont aussi tout intérêt, c'est notre conception, à réfléchir au télétravail, parce qu'on ne conçoit pas qu'une administration ou que n'importe quel employeur, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, soit complètement coupé de son territoire. Que donc c'est aussi une façon de réfléchir non seulement à la vie quotidienne d'un service, d'un collectif de travail, mais aussi à la vie des agents qui s'inscrivent dans ces territoires qui sont à chaque fois ceux dans lesquels les services sont implantés. D'accord. Donc le texte, vous l'évoquez, texte fondateur dans la fonction publique, c'est le décret, c'est ça, de février 2016. Les agents donc, peuvent adresser une demande de mise en télétravail à leur supérieur jusqu'à 3 jours par semaine. Il faut au moins 2 jours de présence sur le lieu de travail. J'insiste avec vous, Madame Jacot, comment vous expliquez d'abord qu'on n'ait pas les chiffres, moins de 5% dans le secteur public alors qu'on est 16-17% sur l'ensemble, 2% nous dit le CNFPT, pourquoi c'est aussi peu développé dans le secteur public? Alors, d'une part, les textes sont quand même récents. Il y a non seulement le décret, mais le fait qu'il y ait la nécessité d'un arrêté qui, par exemple, pour les ministères, etc., le chemin réglementaire est quand même assez long. Et puis vous avez un sujet qu'il ne faut pas négliger, c'est celui de la culture. Effectivement, ça nécessite quand même de la part des employeurs, encore une fois, quels qu'ils soient, une vraie réflexion sur ce qu'est le travail des agents. On a obtenu, pour le cadre réglementaire d'ailleurs, qu'on ouvre la possibilité de télétravailler à l'ensemble des agents, non pas en fonction de leur corps ou de cadre d'emploi, d'appartenance, mais vraiment en fonction de leurs tâches et de leurs missions. Ce qui fait que même des agents dont on pourrait penser spontanément qu'ils sont contraints d'être présents peuvent être éligibles au télétravail, même si c'est pour des quotités de temps limitées, mais ne serait-ce que ces faibles quotités sont demandées par les agents. Il faut que les managers les acceptent. Les managers, donc on parle d'état d'esprit, c'est très intéressant, ça veut dire souplesse, ça veut dire aussi pour les managers d'avoir une gestion, un management par la confiance. Est-ce qu'ils peuvent se sentir un peu pris en défaut? Est-ce que ça peut remettre en cause leur autorité, leur hiérarchie, leur technique managériale? Et c'est pour ça qu'on serait aussi à la traîne dans le secteur public, selon vous, Guillaume Tinlot? Je ne le crois pas. Je crois vraiment que le télétravail est un outil, un levier d'un management effectivement par la confiance. Le point de départ du télétravail, c'est le parti pris de confiance qui est essentiel.
Donc la confiance, effectivement un management par objectif, un management de l'autonomie, un management de la responsabilisation des collaborateurs. Qui sont des mots sinon tabous, du moins qui ont du mal à infuser quand même, ou qui infusent depuis pas très longtemps. Oui et non, parce que un collaborateur, certes en télétravail, de fait, échange, on a des modes de gestion des tâches qui font qu'il y a un suivi des agents par l'encadrant. Donc je ne crois vraiment pas qu'il y ait un problème de départ sur le fait qu'un collaborateur à distance soit un collaborateur éloigné et donc un collaborateur pas présent. D'accord. C'est intéressant ce que vous dites, vous parlez d'autonomie, gestion du temps, de management par objectif. C'est ce qu'ils vous disent, les personnes qui sont là. Vous les sentez, c'est un peu cliché ce que je dis, mais plus autonomes, plus responsables, plus responsables? On est sur une forme complètement nouvelle de rapport hiérarchique. On est sur une logique d'engagement et de réciprocité. On est sur quelque chose qui se veut le plus équilibré possible, justement, entre l'entreprise et le collaborateur, l'entreprise ou l'administration. Parce que, justement, je ne fais pas du tout de différence entre le public et le privé. En l'occurrence, les objections et les problématiques sont exactement les mêmes, à savoir un besoin d'être rassuré sur ce que ça va donner en vrai, concrètement, au quotidien. Et pour ça, il y a deux outils qui sont intéressants. Il y a l'exploration, aller voir ce qui s'est fait chez les autres, aller voir ce qui a marché, pas marché, et s'immerger dans des univers qui sont déjà sur du travail nomade et à distance, où ça permet de voir que finalement, ça lève tout un tas d'objections purement théoriques. La deuxième, c'est l'expérimentation, et c'est ce que vous avez mis en place à la Ville de Paris. Une fois qu'on l'a testé, là aussi, on est rassuré globalement, et puis on peut ajuster aussi à la marge ce qui s'est moins bien passé pendant cette expérimentation. Et puis, il y a la dimension formation, évidemment, parce que à la fois en tant que manager, dirigeant et collaborateur, on a besoin d'être formé à une nouvelle posture, qui est donc le fait d'avoir un management différencié. On ne peut pas faire le même management en présentiel et à distance. Donc ça, c'est plus des questions de posture, de savoir effectivement définir des objectifs qui soient réalistes, la logique de l'objectif SMART qui est beaucoup utilisée en entreprise. Mais là, elle prend tout son sens, parce que c'est dire fixer les bonnes façons de travailler avec ses collaborateurs, savoir ce qu'on attend d'eux, et donc en tant que manager se responsabiliser aussi sur une logique de fil rouge clair vis-à-vis de ses équipes. Avoir de la visibilité sur les missions. Et... Ça redonne du sens aussi à son rôle de manager, parce qu'il y a cette idée quand même de perte de contrôle et de perte de sens, dire à quoi je sers en tant que manager si j'ai plus mes équipes près de chez moi. Et puis dernière chose, il y a toute la formation aux outils qui vont permettre de décliner réellement le télétravail, des outils techniques, technologiques, qui sont absolument indispensables à la fois pour une bonne communication entre les équipes et pour avoir sa matière, son contenu de travail à disposition au quotidien quand on est à distance. Donc il s'agit de rassurer. Dernier point qui correspond à la logique de le point d'objection que vous citiez de complexité. Pour lever ce point de complexité, il faut aller vers des outils qui simplifient la vie des entreprises. Ça passe par la réglementation et ça passe aussi par des outils très pratiques de plateformes de réservation en ligne, par exemple, qui permettent d'aller vers des espaces de coworking facilement, qui se sont mutualisés sur des plateformes de référencement. Et puis, c'est aussi la labellisation des espaces pour accueillir les gens dans des meilleures conditions. Donc, un cadre à la fois d'encouragement, enfin, il y a plein d'enjeux dans ce que vous dites sur lesquels il faut accélérer. La DGFP, la Direction Générale de l'Administration de la Fonction Publique, travaille sur ces enjeux-là pour accompagner justement la mise en œuvre du décret de 2016. Vous y êtes associé, qu'est-ce que vous dites? Alors là, on entend la question des infrastructures, on va dire des outils, des questions très pragmatiques, des questions de management, des questions d'envie et des questions de formation aussi, d'accompagnement de manière plus générale. Oui, enfin la DGFP fait son travail très bien. Sur ce décret-là, il y a eu un guide, le guide du télétravail, auquel d'ailleurs l'ensemble des organisations ont été associées, ont pu faire leurs remarques, leurs observations. Maintenant, j'ai envie de dire, dans une phase plus opérationnelle, il convient de traiter le sujet davantage en proximité et vraiment en lien avec les collectifs de travail, parce qu'on parle du management, mais j'ai envie de dire, il y a aussi l'agent. Et pour un agent, il peut avoir envie effectivement de faire du télétravail. Pour autant, ça nécessite là aussi une réflexion, un accompagnement. D'abord, se souvenir qu'on n'est pas chacun tout seul à travailler, mais qu'on est bien dans un collectif, que la mission, elle n'est pas forcément celle qui est assignée à chacun individuellement,
individuellement, mais en tout cas dans la fonction publique, on raisonne quand même plus souvent en termes d'objectifs de service, etc. Donc comment on fait pour organiser ce travail-là du collectif, et comment on fait pour organiser la demande individuelle, l'accompagnement, la possibilité de la réversibilité, parce qu'après tout, il peut y avoir une vraie appétence, une vraie envie de faire du télétravail. Il n'est pas évident de travailler chez soi. Donc effectivement, il y a le sujet des espaces de coworking qui est peut-être ça reste un lieu de travail, qui n'est pas le lieu de travail habituel, mais qui n'est pas non plus le domicile, parce que travailler à domicile, c'est pas forcément simple et c'est pas forcément, j'ai envie de dire, facile pour tout le monde, puisqu'il y a des gens, ils restent chez eux, ils sont incapables de travailler. Enfin, je veux dire, le domicile n'est pas forcément associé à une activité professionnelle. Donc, il y a tous ces sujets-là qu'il convient de traiter. Et puis, c'est aussi, à un moment, dire que c'est pas que un guichet ouvert à chacun, mais que, là encore, il faut prendre en compte le collectif, essayer de concilier les demandes des uns et des autres. Donc, voilà, tout le monde ne peut pas forcément télétravailler en même temps, les mêmes jours, sur la même durée. Enfin, je veux dire, après, si tout le monde veut télétravailler, est-ce qu'il faut organiser un tour de rôle, etc. Enfin, tout ça, mais c'est à discuter, j'ai envie de dire, collectivement, mais vraiment collectivement. Et enfin, nous, en tant qu'organisation syndicale, on souhaite vraiment que ça soit aussi un objet de dialogue social, pour la raison que on parle vraiment du travail, de son contenu et de son organisation quand on parle télétravail. Ça mêle vraiment plein d'enjeux. Je vous propose un dernier tour de table succinct, puis après on prendra les questions de nos abonnés. Je vous voyais, nos lecteurs d'acteurs publics, je vous voyais réagir, Guillaume Talot, à ce que disait Mylène Jacot. Vous êtes d'accord? Quand vous les expliquez, tous ces enjeux qui se mêlent, ça a l'air compliqué, mais au fond, il faut une dynamique, quoi. Il faut que ce soit incarné par le top management. Il faut une dynamique, il faut que ce soit incarné, il faut que ce soit porté. Et je vous rejoins tout à fait pour dire que le développement du télétravail nécessite forcément de s'inscrire dans un cadre formalisé. Du point de vue de l'agent, il est très important d'écrire, de réfléchir les bases dans lesquelles le télétravail va s'exercer. Quel jour de la semaine, où, la réversibilité, la possibilité de garantir un suivi régulier, un suivi du télétravail, la question de la santé au travail sur des lieux de télétravail, très importante à prendre en compte, et ça reboucle effectivement sur les questions d'accompagnement qui sont essentielles, mais la prévention des risques psychosociaux, des risques physiques, doit être garantie aussi bien sur le lieu distant que sur le lieu de travail. Donc, toutes ces préoccupations doivent donner lieu à un cadre formalisé, et c'est dans ce cadre qu'effectivement l'impulsion et le management peut être conduite. Et j'ajoute que le télétravail est aussi un levier de modernisation, y compris des méthodes du fonctionnement de l'administration. Un outil, par exemple, de dématérialisation des procédures. On prend l'exemple à la ville de Paris, l'instruction des demandes d'aide sociale, par exemple, les prestations sociales du département. Les rendre adaptés à un travail en télétravail, justement, a nécessité de revoir les process, la dématérialisation des workflows, la dématérialisation des files d'attente qui ont collectivement contribué à une efficacité accrue de l'ensemble de ces métiers et de ces fonctions. Blandine, vous le mot de la fin de cette première partie, et juste après on prendra les questions de nos lecteurs. 8% de télétravailleurs qui vont dans les espaces de coworking, sachant que par exemple une structure comme une institution comme le Conseil régional d'Île-de-France travaille maintenant, comment ça s'appelle, Flex Office, c'est-à-dire que vous avez plus votre bureau dédié et du coup il y a moins de bureaux que d'agents. Bon, ça va dans le sens de ces nouvelles pratiques de travail, ça va dans le sens du coworking? Ça va dans le sens du coworking, même s'il faut faire très attention aux écueils du flex office, comme il a fallu faire attention aux écueils de l'open space. S'il n'est pas accompagné correctement encore aussi pour vendre les vraies externalités positives de ce que ça peut apporter, et s'il n'est pas conçu en collaboration, en co-conception avec les usagers, ça ne fonctionnera pas. D'accord. On en reste là sur cette première partie. On prend tout de suite les questions de nos lecteurs. Vous voulez bien? Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous donc dans la deuxième partie, les questions des abonnés. Merci beaucoup. À tout de suite sur Acteurs Publics TV.